Je m'appelle Kesha, et à 34 ans, j'ai enfin réalisé mon rêve d'acheter ma propre maison. Après des années à économiser chaque centime, j'ai gardé le secret vis-à-vis de ma famille trop envahissante. Puis un jour, je suis rentré tôt à la maison pour trouver ma mère, Janet, en train de faire une visite non autorisée à ma belle-sœur, Vanessa, et à son amie Olivia. Je suis resté figé sous le choc, la colère montant en moi alors que je les regardais envahir mon intimité. Si vous avez déjà eu des membres de votre famille qui ont franchi vos limites, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez. S'il vous plaît, abonnez-vous si vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite. Grandir dans la maison des collines signifiait ne jamais avoir un moment de véritable intimité. Ma mère, Janet, était la définition même du parent hélicoptère avant même que ce terme n'existe. Depuis mes plus lointains souvenirs, l'espace personnel était un concept étranger. La porte de ma chambre d'enfant n'avait pas de serrure parce que, nous sommes une famille, et une famille n'a rien à cacher l'une à l'autre. Cette philosophie familiale s'étendait à tous les aspects de ma vie. Je me souviens encore de l'humiliation cuisante que j'ai ressentie à 13 ans lorsque j'ai découvert ma mère en train de lire mon journal intime. Le petit carnet rose avec sa serrure fragile avait été mon refuge, le seul endroit où je pensais que mes pensées pouvaient être vraiment les miennes. Quand je l'ai confrontée, les larmes coulant sur mon visage, elle a semblé sincèrement perplexe face à ma détresse. « J'ai besoin de savoir ce qui se passe dans ta vie, Kesha » a-t-elle dit, sa voix d'un calme exaspérant. « Comment pourrais-je te protéger sinon ?» Ce moment a cristallisé quelque chose pour moi. Dans notre maison, l'amour et le contrôle étaient considérés comme la même chose. Ma mère ouvrait mon courrier, écoutait mes appels téléphoniques et interrogeait mes amis avec la ténacité d'un agent du FBI. Mon père, William, était plus distant, mais il ne remettait jamais en question son comportement, créant une alliance silencieuse que je ne pouvais pas pénétrer. Les choses ont changé de façon spectaculaire lorsque mon frère, Ethan, est né quand j'avais 8 ans. Il est rapidement devenu l'enfant chéri, bien que soumis à la même surveillance étouffante que j'ai endurée. Mais contrairement à moi, Ethan semblait s'épanouir sous cette attention, peut-être parce qu'en tant que seul garçon et le cadet, la surveillance s'accompagnait de privilèges supplémentaires. Ton frère a besoin de plus de soutien et est devenu un refrain courant chaque fois que je soulignais la disparité dans notre traitement. Je me suis appris à avoir moins de besoins, moins de désirs, et finalement à moins attendre. J'ai appris à garder les choses importantes cachées, non pas dans des journaux qui pouvaient être trouvés, mais au plus profond de moi-même. Quand je suis parti à l'université, j'ai pensé que la liberté était enfin arrivée. J'ai choisi une université d'État à 4 heures de route, assez loin pour nécessiter de vivre en résidence universitaire. Ces premiers mois ont été enivrants. Personne ne vérifiait quand je rentrais ni ne me demandait avec qui je passais du temps. Je pouvais manger de la glace au petit déjeuner si je le voulais. Mais la liberté a été de courte durée. Au moment des examens de mi-session, ma mère s'était d'une manière ou d'une autre liée d'amitié avec ma conseillère résidente, Laura, et recevait régulièrement des nouvelles de mes allées et venues. Elle me surprenait avec des visites au moins 2 fois par mois, apportant toujours de la nourriture faite maison et des produits de nettoyage, et trouvant toujours un moyen de réorganiser mon côté de la chambre tout en se lamentant sur le fait que ma colocataire, Zoé, devait être une terrible influence à cause de la façon dont elle gardait ses affaires. Après l'université, j'ai accepté un poste d'analyste financier dans notre ville natale, en partie parce que l'opportunité était excellente, mais surtout parce que l'alternative un poste à Chicago a été accueillie par une telle campagne d'inquiétude et de culpabilité que je me suis retrouvé à céder une fois de plus à la force d'attraction de l'obligation familiale. La famille reste unie, insistait ma mère. Tu me remercieras un jour quand tu auras tes propres enfants et que tu auras besoin d'aide. Le schéma s'est poursuivi alors que j'établissais ma carrière. J'ai loué un appartement à seulement 15 minutes de la maison de mes parents, assez près pour rendre le refus des dîners du dimanche presque impossible, mais assez loin pour que les visites quotidiennes impromptues nécessitent au moins une certaine planification. Quand Ethan a épousé Vanessa il y a 5 ans, j'ai observé avec un mélange d'envie et d'inquiétude son absorption dans notre dynamique familiale. Vanessa était tout ce que je n'étais pas, extravertie, prête à partager chaque détail de sa vie, et apparemment à l'aise avec l'implication de ma mère. Elle se parlait tous les jours, faisait les magasins ensemble, et Vanessa consultait ma mère sur tout, des recettes aux conseils relationnels. Quand Ethan et Vanessa ont acheté leur maison à seulement 3 pâtés de maison de nos parents, ma mère était aux anges. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à te trouver un endroit dans le quartier, disait-elle, m'envoyant régulièrement des annonces de maisons dans leur rue. Alors nous serions tous ensemble, comme il se doit.
Mais j'avais discrètement économisé pendant des années, vivant bien en dessous de mes moyens et investissant avec soin. En tant qu'analyste financier, je comprenais le pouvoir des intérêts composés et de l'épargne disciplinée. À 34 ans, j'avais accumulé un apport personnel substantiel, suffisant pour envisager des maisons dans des quartiers éloignés de l'orbite de ma famille. J'ai essayé une fois, il y a 3 ans, d'expliquer mon désir de plus d'indépendance. La réunion de famille que j'ai convoquée pour discuter de mon éventuel déménagement dans l'est de la ville, à environ 30 minutes, s'est transformée en une intervention, avec tout le monde, de mon père à Ethan en passant par ma tante Patricia, énumérant les raisons pour lesquelles se séparer de la famille serait désastreux. « Tu as toujours été si sensible », a dit ma mère, les larmes aux yeux. « Si tu déménages si loin, qui veillera sur toi si tu ne réponds pas à ton téléphone ? Qui t'apportera de la soupe quand tu seras malade ? » Vaincu, j'ai battu en retraite et renouvelé mon bail d'appartement. Mais quelque chose avait changé en moi. J'ai commencé à comprendre que mon indépendance ne me serait jamais donnée. Il faudrait la prendre. Et ainsi, chaque mois qui passait, ma détermination grandissait en même temps que mon compte d'épargne. La décision de garder secrète ma recherche de maison n'a pas été prise à la légère. J'avais vu comment ma famille s'était comportée quand Ethan et Vanessa avaient acheté leur maison. Ma mère s'est immiscée dans chaque étape du processus, assistant à toutes les visites, offrant des opinions non sollicitées sur tout, de la sécurité du quartier aux finitions des armoires de cuisine, et tentant même de négocier directement avec le vendeur malgré la présence d'un agent immobilier. Je me souviens encore du visage de Vanessa alors qu'elle se tenait dans ce qui allait devenir leur salon, son enthousiasme s'estompant alors que ma mère déclarait le plafond trop bas et les fenêtres orientées au sud d'un problème pour l'agencement des meubles. Bien que Vanessa aimât la maison, elle a commencé à faire écho aux préoccupations de ma mère, ses propres préférences se dissolvant sous le poids de la vie familiale. Je ne pouvais pas supporter l'idée que mon rêve soit démantelé de la même manière. Alors, quand je me suis enfin senti financièrement prête à acheter, j'ai créé une couverture élaborée. J'ai dit à ma famille que je suivais un cours de planification financière les mardis et jeudis soirs, alors qu'en réalité, je rencontrais des agents immobiliers et visitais des propriétés. J'utilisais mes pauses déjeuner pour des appels téléphoniques avec des courtiers en prêts hypothécaires et des inspecteurs en bâtiment. Je suis devenue une experte pour détourner les conversations de mes projets futurs. Ma recherche a commencé en janvier, le mois le plus froid de l'année, lorsque le marché immobilier était au plus bas. J'ai raisonné que moins d'options signifiait moins de chances que quelqu'un me repère lors d'une visite libre. J'ai recherché les quartiers avec soin, cherchant des zones avec un bon potentiel d'appréciation, mais assez loin des lieux habituels de ma famille pour minimiser les découvertes accidentelles. Le processus était épuisant. Sans le soutien de la famille, chaque décision reposait uniquement sur mes épaules. Il y a eu des nuits où je suis resté éveillé, me demandant si le secret valait le stress, si je réagissais de manière excessive à ce que ma mère décrirait sûrement comme son inquiétude aimante. Mais alors je me souvenais du regard de Vanessa dans ce salon, et ma résolution se renforçait. Après avoir vu 27 maisons, je l'ai trouvée, la bonne. Une maison coloniale des années 1920 avec des parquets d'origine, une baie vitrée parfaite pour la lecture, et un petit mais charmant jardin à l'arrière. Elle était située dans une rue calme d'Oakwood, un quartier à 35 minutes de la maison de mes parents, connu pour ses arbres matures et son atmosphère communautaire. Au moment où j'ai franchi la porte, j'ai ressenti quelque chose que j'avais rarement éprouvé en grandissant, la paix. Mon agent immobilier, Sophia, a immédiatement remarqué ma réaction. Contrairement aux autres agents avec qui j'avais travaillé, elle ne m'a jamais poussé ni pressé dans mes décisions. Une femme d'une 50aine d'années, avec un rire facile et une manière directe, elle avait rapidement compris ma situation sans que j'aie à trop expliquer. « Vous adorez celle-ci » a-t-elle dit. Pas une question, mais une affirmation. Est-ce si évident? Keisha, je vous montre des maisons depuis 3 mois. C'est la première fois que vous avez l'air d'y vivre déjà. Le processus de clôture a été éprouvant pour les nerfs. J'ai programmé la signature pour un mercredi matin, disant à mon bureau que j'avais un rendez-vous chez le médecin et à ma famille que j'avais une réunion client importante. J'ai créé une nouvelle adresse email juste pour la correspondance liée à la maison et j'ai fait envoyer tous les documents à une boîte postale que j'ai louée. J'ai payé un supplément pour qu'un notaire mobile me rencontre dans un café plutôt que d'aller à la société de titre de propriété où je pourrais être vu. Pendant tout ce temps, la culpabilité me rongeait. Étais-je ridicule? Ma famille serait-elle vraiment blessée que j'ai franchi cette étape sans eux? Le doute était presque paralysant par moments, mais chaque fois que ma mère appelait pour me parler d'une autre parfaite petite maison auprès de chez eux,
je me réengageais sur ma voie secrète. Le jour où j'ai reçu les clés a été surréaliste. Sophia m'a retrouvé à la maison, me remettant non seulement les clés, mais aussi une bouteille de champagne et une petite plante. Chaque nouvelle maison a besoin de quelque chose de vivant pour vous accueillir, a-t-elle dit, me faisant une brève étreinte. Je suis fier de vous, Keisha. C'est votre espace, selon vos conditions. Je suis resté dans le salon vide après son départ, les clés serrées dans ma main, submergé par un mélange d'euphorie et d'incrédulité. Je l'avais fait. Je possédais une maison. Les murs autour de moi étaient à moi. Pour la première fois, j'avais un espace qui était vraiment, légitimement, légalement à moi seul. Emménager progressivement a été un autre exercice de subterfuge. J'ai gardé mon appartement comme couverture, transférant lentement mes biens par petites charges qui ne seraient pas remarquées si quelqu'un passait à l'improviste. J'ai trouvé des excuses pour manquer les rassemblements du week-end afin de pouvoir peindre ou installer des meubles. Je suis devenue experte pour prendre des appels vidéo dans des pièces vides, positionnant ma caméra avec soin pour ne rien montrer de mon environnement. Ces premières semaines ont été une étrange double vie. Dans mon appartement, tout est resté comme prévu. Dans ma maison j'ai lentement créé le foyer que j'avais toujours voulu. J'ai peint le salon d'un vert sauge doux qui aurait fait froncer le nez de ma mère avec désapprobation. J'ai rangé mes livres par couleur plutôt que par ordre alphabétique, comme elle insistait que c'était la seule méthode sensée. J'ai accroché des œuvres d'art qui me parlaient plutôt que de correspondre à mes meubles. De petites rébellions, mais chacune était une déclaration d'indépendance. Je prévoyais de révéler mon achat éventuellement, bien sûr. Je n'avais pas l'intention de le garder secret pour toujours, juste assez longtemps pour établir l'espace comme étant indéniablement le mien. J'imaginais les inviter pour un dîner une fois que tout serait arrangé exactement comme je le voulais, leur présentant ma réussite comme un fait accompli, ma mère étant fière de ma discipline financière, mon père impressionné par mon indépendance. Mais la vie suit rarement nos scénarios soigneusement construits, et les familles réagissent rarement selon les scripts que nous écrivons pour elles dans nos esprits. Le jour où tout a changé était banal au début, un mercredi de fin avril, alors que le printemps commençait à peine à s'affirmer sur le froid persistant de l'hiver. J'étais dans ma maison depuis près de 6 semaines, menant toujours ma double vie, rassemblant encore mon courage pour la grande révélation. Ce matin-là, j'avais une réunion prévue avec un client important à 14 heures. Je m'étais préparé de manière approfondie, créant des projections financières détaillées et répétant ma présentation jusqu'à ce que je puisse la faire en dormant. Mais à 11h30, mon téléphone a vibré avec un texto de mon patron, Marcus, réunion Lofton annulée, reportée à mardi prochain. Prends l'après-midi si tu veux. Tu as fait de longues heures. Je suis resté assise à mon bureau, momentanément désorienté par ce temps libre inattendu. Normalement, j'aurais profité d'un tel cadeau pour aller à ma maison et continuer à m'installer. J'avais une livraison d'étagères prévue pour la semaine suivante et je devais libérer l'espace où elles iraient. Prenant une décision rapide, j'ai rassemblé mes affaires, j'ai dit à mon assistante, Dédra, que je partais pour la journée, et je suis rentré à la maison. Ma maison, pas mon appartement. Le trajet était agréable, le soleil printanier réchauffant ma voiture alors que je planifiais mentalement mon après-midi. J'allais enfin accrocher le miroir que j'avais trouvé dans une boutique d'antiquités le week-end précédent. Peut-être organiser les placards de la cuisine d'une manière qui avait plus de sens que l'agencement du propriétaire précédent. De petites tâches satisfaisantes qui renforçaient ma possession de l'espace. En tournant dans ma rue, un sentiment de paix s'est installé en moi, comme toujours à l'approche de ma maison. Cette paix s'est instantanément brisée lorsque j'ai vu les voitures dans mon allée, un SUV Lexus argenté que j'ai reconnu comme celui de ma mère et une Honda bleue qui appartenait à Vanessa. À côté d'elle se trouvait une compacte rouge que je ne reconnaissais pas. Mon cœur a raté un battement dans ma poitrine alors que je passais lentement devant ma propre maison, incapable de traiter ce que je voyais. Peut-être y avait-il une erreur. Peut-être visitait-elle quelqu'un d'autre dans la rue. Mais non, les voitures étaient bien dans mon allée. Et alors que je faisais le tour du pâté de maison, l'esprit en ébullition, j'ai aperçu un mouvement à travers ma fenêtre avant. Quelqu'un était à l'intérieur de ma maison. Je me suis garé au coin de la rue, les mains tremblant si fort que j'ai fait tomber mes clés 2 fois avant de réussir à verrouiller la voiture. M'approchant à pied, je me suis déplacé avec précaution sur le côté de ma propriété, où une rangée de buissons d'hortensia offrait une certaine couverture. J'entendais maintenant des voix, flottant par la fenêtre de la salle à manger partiellement ouverte. La moulure couronnée est d'origine, disait ma mère, sa voix de guide touristique à plein régime.
Keisha n'a aucune idée de la chance qu'elle a eue de trouver un endroit avec ses détails architecturaux intacts. Je me suis accroupi plus bas, me rapprochant de la fenêtre. À travers l'interstice des rideaux, je pouvais voir ma mère faire de grands gestes dans ma salle à manger. Vanessa, hochant la tête d'un air appréciateur, tandis qu'une femme que je ne reconnaissais pas, une blonde élégamment vêtue, examinait le vaisselier encastré. A-t-elle déjà choisi une palette de couleurs, a demandé l'inconnu. Cette pièce serait magnifique avec un bleu marine profond sur les murs. Olivia, tu sais à quel point elle peut être indécise, a répondu ma mère avec un rire qui m'a glacé le sang. C'est pourquoi je voulais te montrer l'endroit. Elle a besoin de conseils, et ton œil pour le design serait d'une grande aide. Elles se sont déplacées hors de ma vue, leur voix s'estompant alors qu'elles continuaient vers la cuisine. Je suis resté figé, une tempête d'émotions m'empêchant de penser clairement. Comment avaient-elles découvert? Comment étaient-elles entrées? Qui était cette Olivia avec qui ma mère se sentait le droit de partager mon espace privé? J'ai changé de position, me déplaçant vers la fenêtre de la cuisine, où je pouvais les entendre plus clairement. La voix de ma belle-sœur a traversé la vitre. La cuisine est jolie, mais tellement démodée. Ces placards devraient partir immédiatement, disait Vanessa. Et les comptoirs, je n'arrive pas à croire qu'elle se soit contentée de stratifier. Nous l'aiderons à rénover, l'a assuré ma mère. William et moi pensions lui donner de l'argent pour son anniversaire pour moderniser cet espace. Ce n'est tout simplement pas fonctionnel pour recevoir. Je me suis mordu la lèvre si fort que j'ai goûté le sang. Recevoir. J'avais acheté cette maison pour mon propre sanctuaire, pas comme un lieu pour les réunions de famille. La cuisine était parfaitement fonctionnelle pour mes besoins, et j'adorais le charme vintage des placards d'origine. Elles se sont de nouveau déplacées, des bruits de pas à l'étage indiquant qu'elles étaient montées. J'ai rampé jusqu'à l'arrière de la maison, où un grand chêne offrait une couverture, tendant l'oreille pour entendre à travers la fenêtre de la salle de bain partiellement ouverte. La chambre principale reçoit une merveilleuse lumière matinale, disait ma mère. Je pense cependant à des rideaux épais, d'un joli bordeaux pour ajouter un peu de sophistication. Combien a-t-elle payé pour cet endroit? C'était la voix d'Olivia, s'enquérant nonchalamment de ma transaction financière la plus privée. Un peu moins de 300 000, a répondu ma mère sans hésitation. Elle avait un bon apport personnel, mais je pense toujours qu'elle a surpayé. Le marché dans ce quartier n'est pas aussi désirable que l'agent immobilier le lui a fait croire. J'ai pressé ma main contre ma bouche pour étouffer un hoquet audible. Non seulement ma mère connaissait le prix d'achat, mais elle partageait librement cette information avec une parfaite inconnue, pour moi. La violation m'a semblé physique, un coup dans la poitrine qui m'a rendu la respiration difficile. Eh bien, le jardin est parfait pour les barbecues d'été, a ajouté Vanessa. Je peux déjà imaginer utiliser cet espace de terrasse quand le temps se réchauffera. Ethan pourrait y installer son grill. Je pensais la même chose, a acquiescé ma mère. Et il y a beaucoup de place pour que les enfants jouent quand toi et Ethan fonderaient votre famille. L'hypothèse que ma maison deviendrait une propriété familiale commune a provoqué une vague de colère si puissante que j'ai dû m'agripper à l'arbre pour rester debout. C'était exactement ce que j'avais craint, exactement la raison pour laquelle j'avais gardé l'achat secret. Dans leur esprit, ma réussite n'était pas du tout la mienne. C'était une nouvelle ressource que la famille pouvait utiliser, un nouvel espace qu'ils pouvaient occuper et contrôler. Je suis resté là pendant près d'une heure alors qu'elles visitaient chaque centimètre de ma maison, discutant de leurs projets pour mon espace comme si j'étais une enfant incapable de prendre des décisions. Elles ont critiqué mes quelques pièces meublées, planifié de vastes rénovations que je n'avais ni désiré ni les moyens de payer, et ont établi un calendrier estival de réunions de famille dans mon jardin. Une guerre faisait rage en moi entre la confrontation et la retraite. Une partie de moi voulait entrer en trombe, les clés cliquetant, et exiger qu'elle parte immédiatement. Une autre partie, conditionnée par des décennies de dynamique familiale, murmurait que faire une scène ne ferait que prouver leur point de vue, que j'étais émotive, irrationnelle et que j'avais besoin de leurs conseils. Finalement, j'ai choisi une troisième option. J'attendrai en silence jusqu'à leur départ, puis je m'assurerai que cela ne se reproduise plus jamais. Je suis resté caché jusqu'à ce que j'entende la porte d'entrée s'ouvrir et le murmure des au revoir. Regardant prudemment au coin de la maison, j'ai vu ma mère verrouiller ma porte d'entrée avec une clé que je ne lui avais jamais donnée. Les trois femmes ont bavardé brièvement près de leur voiture, ma mère tapotant affectueusement l'épaule de Vanessa avant de partir dans des véhicules séparés, totalement inconscientes de ma présence ou de la tempête qu'elles avaient déchaînée. Au moment où leurs voitures ont disparu de la vue,
j'ai sprinté vers ma porte d'entrée, les mains tremblant d'un mélange de rage et de détermination. À l'intérieur, l'odeur persistante du parfum distinctif de ma mère, un parfum floral qu'elle portait, inchangé depuis mon enfance, flottait dans l'air comme un fantôme indésirable. Je me suis tenu dans mon entrée, inspectant mon espace violet, remarquant de petits changements. Un coussin réarrangé, un livre déplacé de là où je l'avais laissé, une bougie qui avait été déplacée sur une autre table. Mon premier appel a été pour un serrurier d'urgence. L'entreprise a promis quelqu'un dans l'heure et, fidèle à sa parole, un jeune homme nommé Diego est arrivé 45 minutes plus tard. J'ai payé le supplément pour un service le jour même sans hésitation, regardant avec une satisfaction sinistre pendant qu'il remplaçait toutes les serrures de la maison. « Vous avez des problèmes d'effraction dans le quartier ?» a demandé Diego d'un ton conversationnel alors qu'il travaillait sur la porte arrière. « Quelque chose comme ça », ai-je répondu, ne voulant pas expliquer que les intrus étaient ma propre famille. Les serrures étaient à peine changées quand mon téléphone a commencé à sonner, le nom de ma mère clignotant sur l'écran. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Elle a rappelé immédiatement, et de nouveau je l'ai ignoré. Au troisième appel, j'ai finalement répondu, sortant sur ma terrasse arrière pour une conversation que je savais difficile. « Keisha ?» La voix de ma mère était aiguë d'indignation. « Je viens d'essayer de repasser chez toi pour déposer des échantillons de peinture, et ma clé ne fonctionne pas, as-tu changé les serrures ?» L'aveu désinvolte qu'elle avait prévu une deuxième visite non autorisée le même jour a provoqué une nouvelle vague de colère en moi. « Oui, j'ai changé les serrures », ai-je répondu, luttant pour garder ma voix stable. « Voudrais-tu m'expliquer pourquoi tu avais une clé de ma maison en premier lieu? Ou pourquoi tu t'es senti le droit de faire visiter à Vanessa et à quelqu'un que je n'ai même jamais rencontré ?» Un moment de silence a suivi, et je pouvais presque voir l'expression de ma mère, le bref éclair de culpabilité rapidement remplacé par une juste défensive. « Je ne sais pas pourquoi tu es contrarié, a-t-elle finalement dit. J'étais juste fier de ta réussite et je voulais montrer à Vanessa et Olivia ta belle maison. Olivia est décoratrice d'intérieur, tu sais. Elle avait de merveilleuses idées pour ton espace. Ce n'est pas la question, maman, ai-je dit, ma voix s'élevant malgré mes efforts pour rester calme. Tu n'avais pas la permission d'être dans ma maison. Tu n'avais pas la permission de faire une copie de ma clé. Tu n'avais pas la permission de partager des détails sur mon achat privé avec des étrangers. Olivia n'est guère une étrangère, a ricané ma mère. C'est la fille de Denise. Tu te souviens de Denise de l'église? De plus, nous sommes une famille, Keisha. La famille n'a pas besoin de permission. C'est exactement le problème, ai-je dit. Tu n'as jamais respecté mes limites. Jamais. De la lecture de mon journal intime quand j'étais enfant à l'ouverture de mon courrier à l'âge adulte. Ouvrir ton courrier, a-t-elle interrompu, mais sa voix avait ce léger changement de ton que je reconnaissais de l'enfance quand elle était prise en flagrant délit de mensonge. Oui, maman. Les documents de clôture pour cette maison m'ont été envoyés par la poste. C'est comme ça que tu l'as découvert, n'est-ce pas? Tu as pris mon courrier de mon appartement pendant que j'étais au travail. Le silence à l'autre bout du fil a confirmé mes soupçons. Keisha, a-t-elle finalement dit, sa voix s'adoucissant pour prendre le ton persuasif qui avait toujours réussi à me faire douter de moi-même. J'étais inquiète pour toi. Tu as été si secrète ces derniers temps, manquant les dîners de famille, ne répondant pas rapidement aux appels. Je pensais que quelque chose n'allait peut-être pas. Quand j'ai vu l'enveloppe de la société de titres, j'ai craint que tu aies des problèmes financiers. Alors tu l'as ouverte, tu as fait une copie de la clé de ma maison à mon insu, puis tu t'es senti le droit d'entrer chez moi et de faire des visites pendant que j'étais au travail? Ma voix s'élevait à nouveau, des années de frustration refoulées remontant à la surface. Tu exagères complètement, a-t-elle répondu, une pointe de défensive revenant dans sa voix. J'allais te le dire ce week-end. Je pensais que nous pourrions te surprendre avec de l'aide pour la décoration. Vanessa et moi avons choisi des rideaux pour le salon qui seraient bien mieux que ces choses fragiles que tu as maintenant. J'ai fermé les yeux, pressant mes doigts contre ma tempe, où un mal de tête commençait à se former. Maman, ce que tu as fait est mal. C'était une violation de ma vie privée et de ma confiance. J'ai 34 ans, pas une enfant. C'est ma maison, achetée avec mon argent, et tu n'avais aucun droit. J'avais tous les droits, a-t-elle interrompu, sa voix s'élevant pour correspondre à la mienne. Je suis ta mère. Tout ce que j'ai jamais fait a été pour ton bien, pour t'aider, pour te guider. Et c'est comme ça que je suis remercié? Exclu de la maison de ma propre fille? Oui,
ai-je dit, un étrange calme s'installant en moi alors que je réalisais qu'il n'y aurait aucune reconnaissance de tort, aucune excuse. Et tu resteras exclu jusqu'à ce que tu puisses respecter mes limites. J'ai mis fin à l'appel alors qu'elle commençait une autre protestation, puis j'ai complètement éteint mon téléphone, ayant besoin d'espace pour traiter ce qui s'était passé et ce qui allait suivre. Cet espace a été de courte durée. Au moment où je me préparais une tasse de thé pour me calmer les nerfs, des coups à ma porte d'entrée ont annoncé l'arrivée de mon frère, Ethan. Son visage était rouge de colère alors que j'ouvrais la porte, la chaîne de sécurité toujours en place. « Qu'est-ce que tu fous, Kesha ?» a-t-il exigé sans préambule. « Maman est à la maison en train de pleurer à cause de toi. »« Bonjour à toi aussi, Ethan, » ai-je dit, sans faire le moindre mouvement pour retirer la chaîne ou le laisser entrer. Je suppose qu'elle t'a appelé immédiatement après notre conversation. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle est dévastée. Comment as-tu pu l'accuser de violer ta vie privée alors que tout ce qu'elle essayait de faire, c'était de t'aider? J'ai étudié le visage de mon frère, me demandant s'il ne voyait vraiment pas le problème ou si la loyauté familiale l'emportait simplement sur son sens du bien et du mal. Maman Tatéel dit qu'elle avait fait une copie de la clé de ma maison sans ma permission et qu'elle avait fait entrer Vanessa et une inconnue chez moi pendant que j'étais au travail. Un éclair de doute a traversé ses traits, mais il a été rapidement réprimé. Elle était excitée pour toi. Elle voulait t'aider à faire de ta maison un foyer. C'était déjà mon foyer, ai-je dit doucement. Mon foyer, Ethan. Le mien. Pas le sien à redécorer, pas celui de Vanessa pour planifier des barbecues, et pas un espace communautaire que la famille peut utiliser à sa guise. Tu as toujours été comme ça, a-t-il dit en secouant la tête. Si égoïste, si obsédé par ton besoin d'espace. La famille est censée être impliquée dans la vie des autres. C'est ça l'amour. Non, Ethan. C'est ça le contrôle. L'amour aurait été de respecter mon choix d'acheter une maison par moi-même. L'amour aurait été d'attendre que je t'invite dans mon espace quand j'étais prête. L'expression de mon frère s'est durcie. Alors c'est ça? Tu vas juste nous couper tous les ponts parce que maman essayait d'aider? J'établis des limites, les jeux corrigés. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Des limites, a-t-il répété avec un rire amer. C'est juste un mot chic pour exclure les gens qui tiennent à toi. Tu sais quoi? Très bien. Garde ton précieux espace, mais ne viens pas pleurer chez nous quand tu réaliseras à quel point on est seul sur ces grands chevaux. Il s'est retourné et est reparti en trombe vers sa voiture, me laissant debout sur le seuil, tremblant physiquement de la confrontation. En quelques heures, les SMS ont commencé à affluer. Ma tante Patricia a exprimé sa déception face à mon traitement cruel de ma mère. Mon cousin Ryan a suggéré que j'avais besoin d'une thérapie pour traiter ma paranoïa concernant l'implication familiale. Même mon père, habituellement le pacificateur, a envoyé un message laconique me demandant de m'excuser auprès de ma mère pour avoir réagi de manière excessive. Le récit familial se formait sans ma participation. Kesha était dramatique. Kesha était égoïste. Kesha rejetait l'amour familial. Personne, semblait-il, n'était prêt à considérer que peut-être, faire une clé sans permission, entrer dans une maison sans y être invité et planifier des rénovations non sollicitées pourrait en fait être le comportement problématique dans cette situation. Alors que le soleil se couchait sur cette journée tumultueuse, je me suis assise seule dans mon salon, entouré des murs que j'avais peints dans des couleurs de mon choix, serrant une tasse de thé qui avait refroidi depuis longtemps. Je me sentais à vif, exposé, et pourtant étrangement libéré. Pour la première fois, j'avais tenu bon, complètement, sans vaciller, sans finalement capituler sous la pression familiale. Le coût était élevé des relations familiales tendues, peut-être au-delà de toute réparation. Mais en regardant l'espace qui était vraiment le mien, je savais que j'avais fait le bon choix. Les serrures étaient changées. La frontière physique était sécurisée. Venait maintenant la partie la plus difficile, maintenir les frontières émotionnelles contre le raz-de-marée de manipulation familiale que je savais ne faire que commencer. Les jours qui ont suivi la confrontation se sont installés dans un nouveau schéma inconfortable. Ma mère, maîtresse du traitement silencieux lorsqu'elle était contrariée, n'a plus appelé. Les messages de mon frère sont devenus de plus en plus froids avant de cesser complètement. Les textos de groupes familiaux sur les dîners du dimanche et les anniversaires à venir m'excluaient notablement. C'était comme si un décret avait été publié. Kesha était en exil jusqu'à ce qu'elle se repente. Une semaine après avoir changé mes serrures, je suis rentré à la maison pour trouver un grand panier cadeau sur mon porche.
Une offrande de paix, peut-être. La carte jointe disait « J'ai pensé que ces articles pourraient t'aider à réchauffer ta maison. » La famille pardonne toujours. Dîner du dimanche à 17h30. Bise, maman. À l'intérieur du panier se trouvaient les rideaux bordeaux qu'elle avait mentionné vouloir pour ma chambre, un ensemble de torchons de cuisine d'une couleur que je détestais, et plusieurs photos de famille encadrées que j'avais délibérément choisi de ne pas exposer dans mon nouvel espace. Le message était clair. Ma mère était prête à pardonner ma transgression si je revenais simplement au bercail et permettais à sa vision de ma maison de se concrétiser. J'ai retourné le panier, intact, sur le porche de mes parents cette nuit-là avec une note de ma part. Merci de penser à moi, mais j'ai déjà choisi une décoration qui correspond à mes goûts. Je ne serai pas au dîner du dimanche car je suis encore en train de digérer la violation de ma vie privée. J'espère qu'avec le temps, vous pourrez comprendre pourquoi vos actions ont été blessantes. 2 jours plus tard, ma collègue Alissa a mentionné avoir rencontré ma mère à l'épicerie. Elle semblait vraiment inquiète pour toi, a rapporté Alissa. Elle a dit que tu avais un comportement erratique, que tu t'isolais de la famille. Elle a aussi demandé si tu te comportais bizarrement au travail. La campagne s'était étendue au-delà des membres directs de la famille. Maintenant, ma mère approchait mes collègues, me dépeignant comme instable, jetant les bases pour invalider mes décisions. C'était une tactique familière, celle qu'elle avait employée pendant mes années d'université lorsque j'avais tenté pour la première fois d'établir mon indépendance. Alors que mai se transformait en juin, les tentatives de manipulation se sont diversifiées. Ma tante Patricia a appelé pour m'informer que ma mère était allée chez le médecin avec des symptômes inquiétants, laissant entendre lourdement que ma froideur affectait sa santé. Ma cousine Émilie m'a contacté pour suggérer une séance de thérapie familiale pour traverser cette période difficile, une suggestion qui aurait pu avoir du mérite si elle n'avait pas été présentée avec l'hypothèse sous-jacente que c'était moi qui avais besoin d'être réparé. Pendant ce temps, j'ai pris des mesures pratiques pour protéger mes nouvelles limites. J'ai engagé une entreprise de sécurité pour installer des caméras à mes portes avant et arrière, j'ai ajouté des lumières à détection de mouvement et j'ai installé un système de sonnette vidéo. Ces mesures semblaient extrêmes, comme quelque chose sorti d'un thriller psychologique plutôt que des précautions nécessaires contre sa propre famille, mais la tranquillité d'esprit qu'elle procurait valait chaque centime. À l'approche de Thanksgiving, la pression s'est intensifiée. Les vacances en famille étaient sacro-saintes dans notre foyer, la présence obligatoire sauf hospitalisation ou voyage hors de l'État. Mon père, rompant son silence de plusieurs mois, a appelé directement. « Ta mère t'a réservé une place ?» a-t-il dit sans saluer, sa voix bourrue de désapprobation. Le dîner est à 15h. Vanessa prépare sa cassolette de patates douces. L'hypothèse que je me présenterais simplement, que des mois de conflit pourraient être balayés pour le maintien des traditions de vacances, était si typique que j'ai presque ri. Je ne serai pas là, papa, ai-je dit doucement. J'ai d'autres projets. En vérité, mes autres projets consistaient en une journée tranquille à la maison et un dîner avec mon amie Sophia, qui m'avait invité après avoir entendu parler de ma situation familiale. Mais je ne devais aucune explication. Ça a assez duré, Kesha, a dit mon père, sa voix prenant le ton sévère qui avait apaisé les disputes tout au long de mon enfance. Tu as fait valoir ton point de vue. Ta mère se sent très mal à propos du malentendu. Malentendu, ai-je interrompu, incapable de laisser passer cette caractérisation. Il n'y a pas eu de malentendu. Maman a fait une copie de ma clé sans permission et est entrée chez moi sans mon consentement. Ce n'est pas un malentendu, papa. C'est une violation. C'est ta mère, a-t-il répondu, comme si ce statut relationnel accordait l'immunité contre le respect élémentaire des limites. Oui, c'est elle, et je l'aime. Mais je ne peux pas continuer une relation où mon autonomie n'est pas respectée. Le silence qui a suivi était lourd de décennies de dynamique familiale tacite. Finalement, mon père a soupiré. Je ne te reconnais plus, Kesha. La fille que nous avons élevée ne tournerait jamais le dos à sa famille. L'accusation m'a piqué, mais sous la douleur se trouvait une prise de conscience. Peut-être qu'ils ne me reconnaissaient vraiment plus parce que pour la première fois, je refusais d'être la fille qu'ils avaient élevée, une fille qui subordonnait ses propres besoins pour maintenir la paix familiale. Je ne tourne pas le dos à ma famille, papa. Je demande le respect. Quand toi et maman serez prêts à discuter de ce qui s'est passé sans rejeter mes sentiments, je serai là. Noël a apporté une nouvelle tactique. Des cadeaux sont apparus sur mon porche. Une tour de paquets brillamment emballée accompagnée de cartes chargées d'appels émotionnels.
Noël sans toi n'est pas du tout Noël, a écrit ma mère. S'il te plaît, ne punis pas toute la famille à cause d'une seule erreur. Les mots une seule erreur et minimiser des mois de violation de limites en une seule erreur pardonnable. C'était du gaslighting emballé dans du papier cadeau et noué avec de la culpabilité au lieu d'un ruban. J'ai laissé les cadeaux non ouverts dans ma chambre d'amis, incapable de les accepter ou de les retourner sans me sentir manipulé. Ils sont restés là comme une manifestation physique du poids émotionnel que je portais, un rappel du coup de tenir bon. Pendant cette période, j'ai ressenti le besoin d'un soutien pour maintenir ma résolution face à une pression familiale aussi concentrée. Sur la recommandation d'un collègue, j'ai commencé à voir le docteur Harriet Knox, une thérapeute spécialisée dans les dynamiques familiales. Dans son bureau confortable avec ses murs bleus apaisants et ses plantes soigneusement entretenues, j'ai commencé à déballer les schémas qui avaient défini mes relations familiales pendant des décennies. Ce que vous vivez est une réponse prévisible à l'établissement de limites avec des personnes qui n'ont jamais eu à respecter de limites auparavant, a expliqué le docteur Knox lors d'une séance. La culpabilité, les singes volants et qui s'approchent de vous au nom de votre mère, les problèmes de santé, la minimisation de la violation, ce sont toutes des tactiques courantes pour vous ramener dans la dynamique établie. Parfois, je me demande si je réagis de manière excessive, ai-je admis. Était-ce vraiment nécessaire de changer les serrures? Le docteur Knox s'est légèrement penché en avant. Keisha, si une amie vous disait que quelqu'un avait fait une copie de la clé de sa maison sans permission et était entré chez elle en son absence, que lui conseilleriez-vous de faire? Présentée ainsi, la réponse était évidente. Changer les serrures. Exactement. Le fait que la personne qui a violé vos limites soit votre mère ne rend pas la violation moins grave. En fait, on pourrait soutenir que cela la rend plus grave, car elle représente une trahison de la confiance qui devrait exister entre un parent et un enfant. Ces séances sont devenues ma bouée de sauvetage alors que je naviguais sur le territoire inconnu d'être le bouc émissaire de la famille. Le docteur Knox m'a aidé à reconnaître que la douleur que je ressentais était valide, que mon désir d'intimité et d'autonomie était sain, et que l'inconfort de maintenir des limites était temporaire, tandis que la liberté acquise était permanente. En dehors de la thérapie, j'ai commencé à construire un système de soutien d'amis qui respectait mes limites sans poser de questions. Sophia, mon agent immobilier, est devenue une amie proche, toujours prête avec des conseils pratiques ou simplement une oreille sympathique. Mon collègue, Damon, m'a invité à rejoindre ses amis pour des soirées de jeux hebdomadaires, offrant une connexion sociale sans les champs de mines émotionnelles des réunions de famille. Ma voisine d'un accent grave côté, Grace, une enseignante à la retraite avec une attitude pragmatique et un talent pour le jardinage, m'a offert à la fois compagnie et conseil alors que j'apprenais à m'occuper de mon petit jardin. Ces relations, librement choisies et mutuellement respectueuses, contrastaient vivement avec les liens chargés d'obligations de ma famille. Pour peut-être la première fois, j'ai ressenti ce que c'était d'être apprécié pour qui j'étais plutôt que pour ma conformité aux attentes des autres. La partie la plus difficile de cette période a été de faire le deuil de la relation familiale que j'avais toujours souhaitée plutôt que de celle que j'avais réellement. Il y a eu des nuits où je me suis endormi en pleurant la mère qui aurait pu être heureuse de ma réussite plutôt que de la voir comme une opportunité de réaffirmer son contrôle. J'ai pleuré le père qui aurait pu défendre mon droit à l'indépendance. Le frère qui aurait pu comprendre mon point de vue plutôt que de s'aligner automatiquement contre moi. Mais à travers les larmes, la culpabilité et les jours de doute, je me suis accroché à une vérité indéniable. Cette maison était à moi. L'espace que j'avais créé à l'intérieur de ces murs était le reflet de mes propres goûts, de mes propres choix, de moi-même. Et ce moi valait la peine d'être protégé, même à grands frais. 6 mois après l'incident du changement de serrure, par un après-midi d'octobre frais, j'ai répondu à un coup à ma porte pour trouver mon frère Ethan, seul sur mon porche. Pas de Vanessa, pas de parents, juste Ethan, les mains profondément enfoncées dans les poches de sa veste et une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. « On peut parler ?» a-t-il demandé, se balançant inconfortablement d'un pied sur l'autre. J'ai hésité, scrutant son visage à la recherche de signes d'une mission désignée par la famille pour me ramener au bercail. N'en trouvant aucun, j'ai reculé et lui ai fait signe d'entrer. Ethan se tenait maladroitement dans mon salon, observant les changements que j'avais apportés au cours des derniers mois. La bibliothèque que j'avais construite moi-même, le mur de galerie d'art que j'avais collectionné, les meubles confortables disposés pour convenir à mes habitudes plutôt qu'aux règles de conception conventionnelles. « Ton endroit a l'air sympa », a-t-il dit finalement. Différent de ce que j'imaginais, mais sympa. « Merci », ai-je répondu, toujours méfiante. « Puis-je t'offrir quelque chose à boire ?» Il a accepté un verre d'eau,
et nous nous sommes assis aux extrémités opposées de mon canapé, la distance entre nous représentant plus qu'un simple espace physique. Je te dois des excuses, a dit Ethan après un long silence, fixant son verre d'eau. J'aurais dû comprendre ce que tu disais à propos des limites. Je comprends maintenant, et je suis désolé que ça m'ait pris si longtemps. Les mots étaient si inattendus que pendant un moment, je ne pouvais que le fixer. Qu'est-ce qui a changé, ai-je finalement demandé. Ethan a soupiré lourdement, posant son verre sur un sous-verre. Vanessa et moi avons eu des problèmes. Rien de grave, a-t-il ajouté rapidement, voyant mon expression. Mais assez pour nous faire prendre du recul et examiner certains schémas dans notre mariage. Il a fait une pause, semblant rassembler ses pensées. Le mois dernier, Vanessa a réalisé que certaines de ses affaires personnelles avaient été déplacées dans notre chambre. Son journal, des papiers de son travail. Au début, nous avons pensé que peut-être l'un de nous les avait déplacés et avait oublié, ou peut-être que le service de nettoyage avait déplacé des choses en époussetant. Une sensation de froid s'est installée dans mon estomac, anticipant déjà où cette histoire allait mener. Puis, Vanessa a remarqué des commentaires que maman faisait sur des choses spécifiques qu'elle n'aurait pas pu savoir à moins que. Il s'est interrompu, puis a rencontré mes yeux directement à moins qu'elle n'ait lu le journal de Vanessa, tout comme elle lisait le tien. La validation que ces paroles apportaient une confirmation que je n'avais pas imaginé ni exagéré les violations de limites de ma mère m'a frappé avec une force inattendue. Pendant des années, on m'avait fait sentir que mon désir d'intimité était le problème, que ma sensibilité était le problème. Maintenant, voici la preuve que le schéma existait en dehors de ma perception de celui-ci. Quand Vanessa l'a confronté, a poursuivi Ethan, maman a donné les mêmes excuses qu'elle t'a probablement données, qu'elle était inquiète, qu'elle avait besoin de savoir ce qui se passait dans la vie de sa belle-fille pour mieux la soutenir, que la famille ne garde pas de secret. J'ai hoché la tête, trop familière avec les justifications. Vanessa était furieuse. Elle m'a dit que soit les serrures étaient changées, soit elle restait chez sa sœur pendant un certain temps. Ethan s'est passé une main dans les cheveux, l'air fatigué. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Si j'étais immédiatement prêt à changer les serrures pour protéger la vie privée de ma femme, pourquoi t'avais-je attaqué pour avoir fait exactement la même chose pour protéger la tienne? La question est restée en suspens entre nous, une reconnaissance honnête du double standard qui avait été appliqué. Parce que j'étais toujours censé accepter le comportement de maman, ai-je dit doucement. J'ai été élevé pour voir ces intrusions comme de l'amour. Ethan a hoché la tête lentement. Et j'ai été élevé pour te voir comme réagissant de manière excessive chaque fois que tu te rebellais. Je suis désolé, Kesha. J'aurais dû être un meilleur frère. Nous avons parlé pendant des heures cet après-midi-là. Vraiment parlé, d'une manière que nous n'avions jamais eue auparavant. Ethan a partagé ses propres expériences en grandissant en tant qu'enfant favorisé, les pressions subtiles qui accompagnaient cette position. J'ai expliqué comment l'isolement de la famille ces derniers mois avait été à la fois douloureux et clarifiant. Ensemble, nous avons déballé les dynamiques qui avaient façonné notre enfance et continué d'influencer nos relations d'adultes. Je ne coupe pas les ponts avec maman et papa, a précisé Ethan alors que la conversation touchait à sa fin. Et je ne te demande pas de te réconcilier si tu n'es pas prête. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant et que je soutiens ton droit d'établir des limites, même si elles sont différentes des miennes. Son soutien, inattendu et non sollicité, a semblé être la première brique posée dans une nouvelle fondation entre nous, non pas la reconstruction complète de notre relation fraternelle, mais un début construit sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation familiale. 2 semaines après la visite d'Ethan, j'ai accepté de rencontrer mes parents dans un lieu neutre, un café du centre-ville. Sur mon insistance, nous avons été rejoints par une médiatrice familiale, une femme calme et professionnelle nommée Hila, spécialisée dans les conflits familiaux entre adultes. Mes parents étaient clairement mal à l'aise d'avoir un étranger témoin de notre discussion familiale, mais ils avaient accepté mes conditions, une concession petite mais significative. Je veux commencer par vous remercier tous d'avoir accepté cette réunion, a commencé Hila une fois que nous nous sommes installés avec nos boissons. Kesha a expliqué certaines des préoccupations qui ont conduit à la distance actuelle dans votre relation. Aujourd'hui est une occasion de vous écouter les uns les autres et peut-être de trouver un chemin à suivre. Ma mère était assise raidement sur sa chaise, serrant son latte à 2 mains, comme si cela pouvait lui fournir une certaine défense contre la conversation à venir. Mon père avait l'air mal à l'aise, mais résolu, ses yeux se déplaçant entre moi et la médiatrice. Kesha, aimeriez-vous partager ce que vous espérez gagner de la réunion d'aujourd'hui, a demandé Hila. J'avais répété ce moment,
travaillant avec le docteur Knox pour trouver des mots qui étaient fermes mais pas accusateurs, clairs mais pas cruels. Je vous aime tous les deux, ai-je commencé en les regardant directement dans les yeux. Et vous me manquez dans ma vie. Mais pour que nous puissions reconstruire notre relation, j'ai besoin de la reconnaissance que le fait d'entrer chez moi sans permission était mal. Et j'ai besoin d'engagements clairs concernant les limites à l'avenir. La posture de ma mère s'est encore raidie, mais avant qu'elle ne puisse parler, mon père m'a surprise en posant sa main sur la sienne. Nous devrions d'abord écouter, Janet, a-t-il dit doucement. Puis, se tournant vers moi. Continue, Keisha. Nous écoutons. Le simple fait d'être encouragé à parler sans défense immédiate ni rejet était si inattendu que j'ai momentanément perdu mes mots préparés. Me reprenant, j'ai exposé les limites spécifiques dont j'avais besoin. Pas de visites imprévues, pas de partage de mes informations personnelles avec la famille élargie ou les amis, le respect de mes décisions concernant ma maison et ma vie, même lorsqu'ils n'étaient pas d'accord avec elles. Quand j'ai fini, il y a eu un long silence. Les yeux de ma mère brillaient de larmes non versées, ses lèvres pressées en une fine ligne qui aurait pu signifier soit de la colère, soit l'effort de contenir ses émotions. Janet, William, l'un de vous aimerait-il répondre à ce que Keisha a partagé, a demandé doucement Ila. Ma mère a commencé à parler, sa voix tendue d'émotion contenue. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Keisha. Tout ce que j'ai jamais fait a été par amour et par souci de ton bien-être. C'était le début de ce que j'ai reconnu comme sa défense standard. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Mon père a de nouveau pris la parole. Janet, a-t-il dit avec une fermeté que je lui entendais rarement utiliser avec ma mère. Je pense que ce dont Keisha a besoin, ce n'est pas une explication de tes intentions, mais une reconnaissance de l'impact de tes actions. Ma mère s'est tournée vers lui, clairement surprise par ce départ de son rôle habituel de pacificateur. Ils ont échangé un regard qui semblait porter toute une conversation privée, puis ma mère a soupiré profondément. Tu as raison, a-t-elle dit, d'abord à mon père, puis se tournant vers moi. Tu as raison, Keisha. Je n'aurais pas dû entrer chez toi sans permission. Je n'aurais pas dû faire une copie de ta clé. J'ai eu tort de faire ça, quelles que soient mes intentions. Les mots que j'avais attendus pendant des mois n'ont presque pas été enregistrés au début. Une véritable reconnaissance de tort sans qualificatif ni redirection. J'ai senti quelque chose de serré dans ma poitrine commencer à se desserrer, un nœud de ressentiment que j'avais porté si longtemps que j'avais presque oublié qu'il était là. Merci, ai-je dit simplement. Cela signifie beaucoup pour moi. Le reste de la réunion n'a pas été facile. De vieux schémas se sont réaffirmés par moments. Ma mère glissant dans la défensive. Mon père tentant parfois d'aplanir les difficultés plutôt que de les aborder directement. Mais avec les conseils d'Ila, nous avons réussi à rester concentrés sur les problèmes fondamentaux et même à parvenir à des accords préliminaires sur la manière dont notre relation pourrait fonctionner à l'avenir. À la fin de la séance de 2 heures, nous avions élaboré un cadre de base pour reconstruire la confiance. Ma mère a accepté d'envoyer un texto avant de venir et d'attendre une réponse affirmative. Mon père s'est engagé à respecter mes décisions concernant ma maison et ma vie sans essayer de me faire changer d'avis. J'ai promis de faire des efforts pour maintenir le contact par des appels téléphoniques réguliers et des repas partagés occasionnels tout en étant honnête sur mes besoins et mes limites. C'était un début, imparfait, mais réel. Alors que nous nous préparions à partir, mon père a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis que j'étais une petite enfant. Il m'a serré dans ses bras, une véritable étreinte plutôt que le geste superficiel qui était devenu notre norme. Je suis fier de toi, a-t-il chuchoté. Pour t'être défendu, pour cette belle maison que tu as créée, pour être devenue la femme forte que tu es. Ces mots, si longtemps désirés et jamais attendus, m'ont fait monter les larmes aux yeux. Tout n'était pas résolu. Toutes les blessures n'étaient pas guéries, mais une porte qui avait semblé définitivement fermée s'était ouverte juste assez pour laisser entrer un rayon d'espoir. Le processus de reconstruction de la confiance a été lent et non sans revers. Ma mère a assisté à 3 séances de thérapie avec moi et le docteur Knox avant de déclarer que c'était inutile. Mais ces séances ont établi un vocabulaire pour discuter des limites qui nous a aidés à naviguer dans les moments difficiles. Mon père, étonnamment, a continué à me rencontrer occasionnellement avec la thérapeute, semblant désireux de comprendre les dynamiques qui avaient façonné notre famille. 2 mois après notre réunion de médiation, j'ai invité mes parents à dîner chez moi. L'invitation était accompagnée de paramètres clairs, arrivée à 18 h, départ à 21 h.
Pas de discussion sur la rénovation ou la décoration à moins que je ne demande spécifiquement un avis. À mon grand soulagement, ils ont respecté ces limites, admirant complètement ma maison telle qu'elle était plutôt que telle qu'ils l'auraient créée. Alors que l'hiver se transformait en printemps, une nouvelle normalité timide a commencé à émerger. Ma relation avec mon frère s'est renforcée, bâtie sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation familiale partagée. Vanessa et moi avons développé une amitié indépendante de notre lien familial, trouvant un terrain d'entente dans nos expériences et nos intérêts communs plutôt que de simplement nous tolérer en tant que parents. La première réunion de famille vraiment réussie chez moi a eu lieu en avril, exactement un an après l'incident du changement de serrure. Un petit dîner d'anniversaire pour mon père avec une heure de début et de fin claire, des invitations spécifiques plutôt qu'une présence supposée, et surtout, un plaisir sincère de la compagnie des autres sans les sous-entendus de contrôle et de ressentiment qui avaient auparavant défini nos interactions. Alors que ma mère se préparait à partir ce soir-là, elle s'est arrêtée dans l'entrée, regardant la maison que j'avais créée. « Tu sais, » a-t-elle dit pensivement, « je n'aurais jamais choisi cette couleur pour les murs de ton salon, mais en la voyant maintenant, avec tout ce que tu as fait d'autre, je dois admettre que ça te va parfaitement. » Venant de ma mère, cette reconnaissance que mes choix pouvaient être valides, même s'ils étaient différents des siens, m'a semblé monumentale, un pas petit mais significatif vers le fait de me voir comme une personne à part entière plutôt qu'une extension d'elle-même. « Merci, maman », ai-je dit, sincèrement. Ça signifie beaucoup. Un an après avoir changé mes serrures, je me suis assise dans mon jardin par une parfaite soirée de printemps, réfléchissant au parcours des 12 derniers mois. La petite terrasse où ma mère avait autrefois planifié des barbecues familiaux sans ma participation était maintenant mon endroit préféré pour le café du matin et la réflexion du soir. J'avais planté de la lavande et du romarin le long des bordures, leur parfum remplissant l'air à chaque douce brise. Le chemin de la guérison n'avait pas été droit ni simple. Il y avait eu des moments de régression, ma mère oubliant d'appeler avant de passer, ma propre retraite occasionnelle dans un silence défensif plutôt qu'une communication claire. Mais sous les inévitables faux pas se trouvait une fondation de respect qui n'avait jamais existé dans notre relation auparavant. Ironiquement, l'établissement de limites fermes avait finalement amélioré nos relations familiales plutôt que de les détruire, comme je l'avais craint dans mes moments les plus sombres. Avec des attentes et des conséquences claires, les interactions sont devenues moins chargées de tensions et de ressentiments tacites. Je ne redoutais plus les réunions de famille, anticipant des violations de limites à chaque tournant. Ma mère ne ressentait plus le besoin de surveiller constamment ma vie, acceptant progressivement que mon indépendance n'était pas un rejet d'elle. Le changement n'avait pas été facile pour elle. Sur la suggestion du docteur Knox, ma mère avait finalement commencé à voir son propre thérapeute, bien qu'elle ait refusé de partager les détails de ses séances avec la famille. Quoi qu'il en ait été discuté, cela semblait aider, car avec le temps, j'ai remarqué des changements subtils mais significatifs dans son comportement. Elle a commencé à demander plutôt qu'à supposer, à écouter plutôt qu'à offrir immédiatement des solutions, à reconnaître quand son aide n'était pas réellement utile. Mon père, lui aussi, avait changé d'une manière que je n'avais pas anticipée. Une fois que j'ai brisé le schéma de m'attendre à ce qu'il serve de médiateur dans les conflits avec ma mère, il a progressivement trouvé sa propre voie dans les discussions familiales. Notre relation, longtemps définie principalement par l'intermédiaire de ma mère, a développé son propre canal de communication directe. Nous avons découvert des intérêts communs pour l'histoire et l'architecture qui n'avaient pas été explorés pendant mon enfance. La transformation la plus surprenante a peut-être été celle de ma relation avec Ethan. Les rôles des enfants chéris et de boucs émissaires qui nous avaient été assignés par des dynamiques familiales indépendantes de notre volonté ont progressivement cédé la place à simplement être frères et sœurs, avec toutes les complexités que cela impliquait. Nous n'étions pas d'accord parfois, nous nous soutenions souvent, et nous avons construit un lien basé sur le respect mutuel plutôt que sur la mythologie familiale partagée. Même Vanessa, dont l'intrusion dans ma maison avait fait partie de la violation initiale, avait fait amende honorable à sa manière. 6 mois après l'incident, elle m'avait invité à déjeuner, juste nous deux. « Je te dois des excuses », a-t-elle dit dès que nous nous sommes assises. « Je n'aurais jamais dû entrer chez toi sans ta permission, et j'aurais dû reconnaître à quel point c'était mal quand Janet l'a suggéré. » Sa franchise était rafraîchissante, sa responsabilité non qualifiée par des excuses ou des explications. À l'époque, je ne voyais vraiment pas le problème, a-t-elle poursuivi. Dans ma famille, tout le monde entre et sort constamment des maisons des autres. Mais cela ne signifie pas que je peux t'imposer cette dynamique. Tes limites sont valides, et je suis vraiment désolé de les avoir violées. Ce déjeuner a marqué le début d'une relation entre nous qui a été choisie plutôt qu'obligatoire.
Nous avons découvert des intérêts communs pour les livres et la randonnée qui n'étaient jamais apparus lors des réunions de famille. Bien que nous ne serions jamais les meilleurs amis, nous avons développé une appréciation sincère l'une pour l'autre, indépendante de notre lien familial. Ma maison, autrefois le point central des conflits familiaux, est progressivement devenue un véritable sanctuaire. Non pas une chambre d'isolement me coupant des relations, comme ma famille l'avait craint au départ, mais un espace où je pouvais m'engager avec les autres de manière authentique parce que je me sentais en sécurité dans mes limites. Les caméras de sécurité sont restées une précaution pratique plutôt qu'un symbole de méfiance. La clé de rechange n'a été confiée qu'à mon amie Sophia, avec la claire compréhension qu'elle était réservée aux urgences. Ces mesures, qui avaient autrefois semblé extrêmes, semblaient maintenant être de la simple prudence, l'équivalent adulte de verrouiller la porte de la salle de bain. Au-delà de mes relations familiales, l'expérience de fixer et de maintenir des limites a eu des effets d'entraînement dans toute ma vie. Au travail, je suis devenu plus à l'aise pour refuser des projets qui ne correspondaient pas à mes forces ou à mes intérêts. Dans mes amitiés, j'ai appris à exprimer mes besoins directement plutôt que de m'adapter aux autres à mes dépens. Dans mes relations amoureuses, j'ai reconnu plus rapidement les signaux d'alarme, ne confondant plus le contrôle avec l'attention ou la persistance avec la passion. Le docteur Knox avait raison. L'inconfort de l'établissement des limites était temporaire, mais la liberté acquise était permanente. La culpabilité qui m'avait tourmenté pendant ces premiers mois d'éloignement s'est progressivement dissoute, remplacée par une confiance tranquille en mon droit de déterminer les conditions de mes relations. Il y a eu encore des moments difficiles, bien sûr. Les schémas familiaux établis sur des décennies n'ont pas complètement disparu en une seule année. Ma mère glissait occasionnellement dans ses anciens comportements de contrôle, surtout en période de stress ou de changement. Mais la différence maintenant, c'est que ces dérapages étaient reconnus et traités, pas acceptés comme inévitables ou subis dans un ressentiment silencieux. Les serrures que j'avais changées dans un moment de juste colère en étaient venues à représenter quelque chose au-delà de la sécurité physique. Elles symbolisaient ma propriété non seulement de mes biens, mais de ma vie, mon droit de déterminer qui avait accès à mon espace, à mon temps, à mon énergie. En changeant ces serrures, je m'étais déclaré l'autorité sur mes propres besoins et limites, une déclaration qui continuait de résonner dans toutes mes relations. Alors que le crépuscule s'approfondissait dans mon jardin ce soir d'anniversaire, j'ai pensé à la jeune femme que j'avais été un an auparavant, terrifiée par le rejet familial, mais finalement prête à le risquer pour le bien de sa propre autonomie. J'aurais aimé pouvoir lui dire que le voyage à venir, bien que difficile, mènerait à des relations plus profondes et plus authentiques qu'elle n'en avait jamais connues, qu'en tenant bon, elle découvrirait des forces qu'elle ne savait pas posséder, que la famille qu'elle craignait de perdre se transformerait finalement en quelque chose de plus sain, précisément parce qu'elle avait été assez courageuse pour exiger le changement. Les clés de la maison dans ma poche semblaient différentes maintenant, familières plutôt que chargées de sens. Juste des clés, pas des symboles de rébellion ou d'indépendance, juste le moyen de sécuriser un espace qui était indéniablement le mien, un espace où je pouvais accueillir les autres selon mes propres conditions. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec les personnes que vous aimez ? Ce n'est jamais facile, mais parfois nécessaire pour que de vraies relations se développent. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez laisser un commentaire ci-dessous en partageant votre expérience. Et si vous avez trouvé de la valeur à écouter mon parcours, s'il vous plaît, aimez, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que fixer des limites n'est pas égoïste. C'est un acte de respect de soi qui profite finalement à toutes les personnes impliquées. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et souvenez-vous, parfois les serrures que nous devons changer ne sont pas seulement sur nos portes, mais sur des schémas qui ne nous servent plus.